poste. Je propose le projet de loi. L'honorable sénateur Rousakos propose la deuxième lecture de ce projet de loi. Sénateur Rousakos, merci. Honorable sénateur, je me lève aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à un grand nombre de mes collègues, anciens et actuels. Et bien sûr, je m'en voudrais de ne pas mentionner le travail formidable du sénateur Monson pour l'autisme au fil des années. Et lorsque je suis arrivée ici, c'était un modèle pour moi. Il est un excellent porte-parole pour la cause et il était un pionnier et j'étais heureux de prendre le relais. Et le mouvement s'élargit et on comprend de mieux en mieux l'autisme et ses effets. Et bien sûr, la sénatrice Bernard et le sénateur Lofreda qui a accepté d'être le porte-parole. Et bien sûr, mon ami et collègue, le sénateur Beam, qui, dès les débuts de ce projet de loi, nous avons jasé et nous avons convenu que le temps était venu d'adopter ce projet de loi. Donc, je considère le sénateur Beam comme coparrain de ce projet de loi et nous espérons pouvoir le faire adopter d'une façon non partisane et que tout le monde va s'exprimer avec une force, une puissance qui va propulser ce projet de loi. Nous avons tous parlé de cette question. Nous avons tenu des réunions de comité, des événements dans le cadre du mois de la sensibilisation à l'autisme et nous avons déposé le rapport payé maintenant ou payé plus tard. Mais je vous rappelle que ce rapport a été publié en 2007 et maintenant le temps est vraiment venu d'agir. Le temps est venu pour nous de nous unir en tant que membres de cette enceinte importante pour soutenir les Canadiens, 1 sur 66 qui reçoivent ce diagnostic à vie de troubles du spectre autistique et le trouble neurologique du développement le plus fréquemment diagnostiqué chez les enfants du Canada, et ça dans tous les groupes raciaux, ethniques et socio-économiques. Croiriez-vous que près de 15 ans se sont écoulés depuis qu'un groupe distingué de nos collègues que je mentionnais ont déposé ce rapport sénatorial intitulé « Payer maintenant, payer plus tard », demandant une approche nationale pour soutenir les personnes autistes et leurs familles. Le rapport décrit de manière très détaillée comment un tel cadre devrait être élaboré en consultation avec les leaders de la communauté autistique, les experts médicaux, les chercheurs, les organismes gouvernementaux tels que Santé Canada et bien d'autres, et inclure un budget correctement défini tout en respectant la réglementation. 15 ans, c'est long, et bien que les gouvernements successifs aient fait quelques efforts pour soutenir des projets spécifiques ou des programmes sur l'autisme dans notre grand pays, ces efforts ne répondent pas de quelque manière que ce soit aux besoins des familles canadiennes qui font face aux défis que représente l'autisme. C'est pourquoi je me tiens devant vous, dans un esprit d'unité non partisane. Je demande à chacun d'entre vous de soutenir ce projet de loi qui demande au gouvernement de mettre en œuvre le cadre proposé en 2007 au Sénat par un comité de nos propres pairs. Pour comprendre les défis auxquels font face de nombreuses personnes autistes, il faut tout d'abord commencer par la définition de l'autisme. D'après les grandes organisations médicales internationales telles que l'American Psychiatric Association, l'autisme est un trouble du développement neurologique qui se caractérise par des déficiences du langage, des aptitudes à la communication et des interactions sociales associées à des comportements, des intérêts ou des activités restreintes et répétitives. Bien que chaque personne soit unique et présente des défis, des forces spécifiques, de nombreuses personnes autistes souffrent souvent de différents problèmes sensoriels et de l'incapacité à réguler complètement leurs émotions. J'aimerais maintenant réitérer ce que j'ai déjà dit, à savoir que la qualité de l'expertise canadienne en matière d'autisme n'est certainement pas remise en question. En effet, nous sommes fiers de pouvoir compter sur certains des esprits les plus brillants du monde qui participent à tous les niveaux de la recherche et du traitement de l'autisme. Par exemple, chez moi au Québec, le consortium de transformation des soins est un réseau de recherche de classe mondiale basé à l'Institut neurologique de Montréal.
Son objectif est de relier et de mobiliser les forces du Québec en matière de recherche sur l'autisme dans le but d'améliorer la vie des personnes atteintes d'autisme et de leurs familles. Selon ce groupe, cet objectif est atteint par l'accélération des découvertes scientifiques, le renforcement des capacités et l'intégration des preuves dans les pratiques des politiques. Une autre organisation qui me tient à cœur est l'école et le centre de ressources Giant Steps à Montréal, une école très spéciale qui répond aux besoins des étudiants autistes tout en offrant une grande variété de services, y compris des projets majeurs qui se concentrent sur des options d'emploi pour les adultes autistes en partenariat avec de grandes entreprises canadiennes telles que Weston. En effet, Giant Steps s'est lancé dans un projet très ambitieux, la construction d'un centre d'une valeur de 51,5 millions de dollars qui servira de plaque tournante à la communauté de l'autisme et qui comprendra l'école elle-même ainsi que 3 autres piliers axés sur les services communautaires, les services aux adultes et les services professionnels et la recherche et partenariat avec le TAC. Le Québec s'est engagé à verser 15 millions de dollars au projet, tandis que l'organisation a réuni des millions de dollars en fonds privés pour les mener à bien. Ce ne sont là que quelques exemples de l'incroyable travail réalisé par une grande variété d'organisations au Canada en matière d'autisme. Il y en a très certainement beaucoup d'autres. Mais ces types d'efforts reculés sont gravement entravés par le fait profondément décevant que nous n'avons pas adopté une politique nationale structurée. 15 ans après le rapport sénatorial, nous entendons encore parler de listes d'attente pour les services de diagnostic et la disponibilité des thérapie essentielle au développement des enfants autistes. Nous entendons encore des histoires de familles qui se débattent avec les charges financières toujours plus lourdes qui impliquent l'autisme. Nous entendons encore les histoires de parents obligés d'abandonner leur emploi et leur carrière pour s'occuper de leur enfant autiste. Nous entendons encore les statistiques effrayantes concernant les défis auxquels sont confrontés les adultes autistes qui doivent faire face à des perspectives d'emploi décourageantes avec un taux de chômage de plus de 80 % et un manque de logement et de soutien approprié. Mes collègues sénateurs, comme je l'ai dit plus tôt, les gouvernements successifs ont, de façon fragmentaire, fait des efforts pour soutenir les personnes autistes et leurs familles au Canada. Je pense à l'exemple du premier ministre Harper qui s'est engagé à verser 11 millions de dollars pour soutenir des programmes de formation destinés aux adultes autistes. Et plus récemment, j'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec les sénateurs Munson et Bernard lorsque nous avons rencontré l'ancienne ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor. La ministre a rendu visite à Giant Steps et au TAC au Québec, ainsi qu'à d'autres organisations dans diverses régions du pays. Ces efforts ont abouti à la mise en œuvre réussie de plusieurs projets, dont le projet d'emploi pour les autistes mené par Giant Steps, le TAC, la Commission scolaire English Montreal et Weston. Et j'aimerais souligner la participation de l'ancien leader du gouvernement au Sénat, le sénateur Harder, le sénateur Munson, la sénatrice Bernard et autres. Merci, sénateur Harder. Et bien que nous respections tous profondément notre rôle critique en cette chambre de second examen, un rôle qui inclut un débat sérieux basé sur nos philosophies et opinions respectives en matière de politique, nous devons travailler ensemble sur des questions fondamentales qui touchent tant de nos citoyens. Ainsi, lorsque l'on considère la question de l'autisme, nous devons aux Canadiens l'esprit de collaboration qu'ils méritent, tant particulièrement lorsque l'on considère les défis spécifiques auxquels sont confrontés 500 000 Canadiens autistes et leurs familles, un nombre qui augmente chaque année dans ce pays. Le rapport « Payer maintenant ou payer plus tard » était très bien pensé et son titre en dit long. De nombreuses recherches démontrent les périodes souvent débilitantes que traversent les personnes autistes et leurs familles. Il s'agit notamment des premiers stades du développement de l'enfant lorsque les parents se rendent compte que leur fils ou fille peut présenter les symptômes de l'autisme pour ensuite découvrir le manque de services de diagnostic et les listes d'attente dans le système public. Une fois le diagnostic posé, de nombreuses familles subissent le stress d'attendre des services thérapeutiques comme l'orthophonie et l'ergothérapie. Les défis se poursuivent lorsqu'il s'agit de trouver un cadre scolaire approprié tout en tenant compte des réalités des thérapies qui sont non seulement imposent des difficultés financières déjà mentionnées, mais prennent aussi énormément de temps. Ces parents sont fatigués et ont besoin de soutien.
Et pour la plupart d'entre eux, les défis mentionnés ne font que se poursuivre lorsque les enfants adolescents atteignent l'âge de la majorité. Le rapport du Sénat illustre ce que de nombreux défenseurs de l'autisme savent depuis longtemps, savoir que les familles ont souvent le sentiment de tomber d'une falaise lorsque leurs enfants deviennent adultes. Des services précieux pour lesquels on se bat souvent, destinés aux enfants et aux adolescents autistes, disparaissent lorsque les individus entrent dans le domaine distinct des services destinés aux adultes. Les parents se retrouvent à recommencer désespérément le processus de rechercher des services et des programmes médicaux appropriés pour leurs enfants adultes. Les questions concernant l'emploi, le logement et les services sociaux adaptés à l'âge sont primordiales. Les familles s'efforcent de trouver des programmes pour leurs enfants autistes, se posant la question suivante: qu'est-ce qui va lui arriver lorsque je ne serai plus là? La réalité est que nos années d'adultes représentent une période bien plus longue que notre jeunesse. Incroyablement, tant d'années après le rapport, nous n'avons toujours pas de politique qui tienne compte de ces facteurs. Pour un grand pourcentage de familles confrontées au TSA au Canada, le diagnostic représente non seulement une condition à vie pour l'enfant, mais aussi un engagement à vie pour les soignants. De nombreuses possibilités sont facilement accessibles aux jeunes adultes en bonne santé, sont souvent inaccessibles aux personnes atteintes de TSA, non pas en raison d'un manque de capacité, mais en raison d'un manque de ressources et de sensibilisation. De nombreuses organisations d'autisme, dont certaines comme Autism Speaks Canada, ont travaillé pour sensibiliser le public sur cette question. Je suis pleinement consciente du rôle que jouent nos estimés collègues au niveau provincial dans notre grande nation. Nous sommes tous pleinement conscients de la compétence provinciale et nous devons respecter nos réalités constitutionnelles. Cela dit, il ne fait aucun doute que le gouvernement canadien a un rôle essentiel à jouer, que ce soit en soutenant nos provinces par le financement de programmes provinciaux axés sur les TSA ou par l'élaboration d'une politique nationale globale très attendue qui inclut le développement de programmes qui relèvent de la compétence d'Ottawa. Nous devons également considérer que la prise en charge de l'autisme est plus qu'une simple question de santé, en particulier en ce qui concerne les adultes autistes. Les questions transcendent les soins de santé et l'éducation et touchent des domaines tels que le logement et l'emploi. C'est en grande partie la responsabilité du gouvernement fédéral et nous devons fournir le leadership nécessaire en tant que sénateur, en tant que parlementaire. Il y a quelques instants, j'ai mentionné les organisations ayant une portée nationale. Peu après la publication du rapport sénatorial sur l'autisme, la communauté de l'autisme s'est réunie et a créé l'ACTSA, l'Alliance canadienne des troubles du spectre de l'autisme. Nous connaissons tous les grands efforts déployés par les organisations comme l'ACTSA, qui a également demandé au gouvernement fédéral et à plusieurs reprises d'élaborer une stratégie. Est-ce que quelqu'un écoute? L'ACTSA a travaillé sur un plan qui prend en considération tous les éléments clés du rapport du Sénat, reconnaissant que, quelle que soit la province où on vit, les parents signalent continuellement qu'ils sont responsables de couvrir tout manque de services en raison des variations dans le financement provincial et la disponibilité des programmes. Des familles ont dû déménager en raison du manque de services. Est-ce acceptable dans un pays comme le Canada? Pouvons-nous accepter cet échec systémique du gouvernement fédéral à élaborer une politique nationale alors que les données démontrent clairement une augmentation de la prévalence de l'autisme et des besoins de milliers de familles canadiennes? J'espère que tous les membres de cette Chambre conviennent qu'une action législative au niveau fédéral est nécessaire. D'un océan à l'autre, nous ainsi que nos collègues élus avons entendu les Canadiens autistes, les membres de leur famille, les experts et les groupes de défense réclamer de l'aide. Nous avons entendu les appels à l'amélioration des services par le biais d'une politique fédérale et nous avons entendu les appels à la sensibilisation, non seulement à l'autisme, mais au principe de la neurodiversité dans la société canadienne. Nous avons entendu les appels à reconnaître la valeur innée de chaque citoyen unique parmi nous. Pourquoi n'avons-nous pas agi de bonne foi en faisant notre travail et en mettant dans la loi ce que nous savons être juste? Ce que je propose, c'est que nous adoptions une loi exigeant que le gouvernement fédéral crée et adopte une politique nationale sur l'autisme dans un délai précis, avec l'intention expresse de travailler avec les provinces et les territoires tout en respectant les compétences
des provinces et des territoires. Ce cadre serait soumis à la surveillance du Parlement. Nous reconnaissons tous que les compétences doivent être respectées, mais je rappellerai à tous ici que nous avons été témoins de succès avec la collaboration fédérale et provinciale sur des projets comme l'exemple récent du soutien fédéral aux programmes provinciaux de garde d'enfants. Cette approche peut être aussi utilisée pour établir une politique nationale sur l'autisme qui portera entre autres sur les niveaux appropriés de financement, de services, d'emploi et de logement. Et bien qu'il y ait des points de repère, y compris des délais, ce projet de loi est intentionnel en n'étant pas trop prescriptif quant à ce que le cadre lui-même devrait comporter. Il faut laisser au gouvernement la souplesse nécessaire pour répondre au processus consultatif de cette législation. La loi garantirait une stratégie nationale coordonnée visant à soutenir des solutions à long terme pour les Canadiens autistes et leurs familles qui bénéficieraient en fin de compte de la mise en œuvre d'un cadre fédéral. L'un des projets dans lesquels l'équipe de Giant Steps s'est lancée et que la législation fédérale peut soutenir et même développer était basé sur la notion de communauté inclusive axée sur le principe de la neurodiversité. Dans un projet Ville amie de l'autisme, Giant Steps a travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Laval il y a plusieurs années afin d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes vivant dans cette municipalité. Grâce à ce soutien important, les forces policières et les autres premiers intervenants ont reçu une formation, tout comme des organisations locales telles que le Tourisme Laval, qui a aidé à l'organisation d'une conférence en collaboration avec la Ville. La formation de la police s'est étendue à la Ville de Montréal et est maintenant utilisée par plusieurs municipalités au pays. D'autres efforts comprennent une initiative de sensibilisation à l'autisme à l'aéroport de Dorval, où des centaines de parents et leurs enfants autistes font l'expérience du processus d'arrivée à l'aéroport, du passage à la douane et de l'entrée dans un avion. Les enfants ont ici l'occasion de comprendre le processus de voyage, ce qui leur permet d'alléger une expérience très stressante que beaucoup d'entre nous considèrent comme allant de soi. D'autres initiatives audacieuses comprennent une variété de projets d'emploi tels que l'initiative Polaris déjà mentionnée, le service d'emploi Ready Willing et Enable, basé à l'échelle nationale, et un service de placement pour les adultes basé à Toronto, Specialist Turn. Ces exemples d'initiatives sont exemplaires et se développent dans tout le Canada. Sans le soutien approprié, de nombreuses entreprises, des sociétés et des organismes non lucratifs tels que les fondations Azrieli et Coutu, entre autres, ont soutenu ces types d'efforts, mais ne peuvent pas tout faire dans un pays de la taille du Canada. Nous devons faire de ces efforts la norme et non l'exception. Un soutien adéquat pour ces types d'efforts, en plus des services appropriés pour les familles individuelles, doit être appuyé par la règle de droit. Ce n'est pas une question de pessimisme. Au contraire, il s'agit de s'assurer que chacun dispose des ressources et du soutien nécessaires pour réaliser son véritable potentiel. C'était le principe de base d'une collecte de fonds et de plusieurs collectes de fonds que le sénateur Lofreda et moi-même ont tenu à Montréal pour appuyer l'autisme et en particulier pour Giant Steps. Ces événements s'appellent Children First Weekend parce que nous croyons que c'est la bonne chose à faire. Merci au sénateur Lofreda pour son soutien. Il s'agissait d'accorder la priorité à ces enfants autistes, de leur donner les outils et le soutien nécessaire à leur famille pour qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils ne soient pas laissés pour compte. En tant que Canadiens, on dit qu'on doit tirer parti des compétences de tous les Canadiens, peu importe leur vitesse. Voilà pourquoi ce cadre est si vital pour les enfants autistes et les adultes autistes. Non seulement ils bénéficient de la réalisation de leur potentiel, mais nous en bénéficions tous. J'espère, chers collègues, que nous pourrons mettre ce projet de loi sur la bonne voie. J'aimerais remercier le sénateur Bien pour sa collaboration et pour ses conseils dans la préparation du projet de loi et sur la façon d'approcher le gouvernement. Le sénateur Bien a beaucoup d'expérience dans ce domaine, dans les processus administratifs. Je suis heureux de voir aussi
les réponses de mes collègues. Le sénateur Beam et moi avons communiqué avec vous et l'intérêt était grand. L'intérêt autour de l'autisme avance. Le sénateur Gignac, un de nos nouveaux sénateurs, avec qui j'ai eu une bonne discussion, et il s'intéresse grandement à cet enjeu. Je suis emballée. J'espère qu'au début de l'année, nous pourrons l'envoyer de façon unanime au comité des affaires sociales pour préparer le terrain à l'envoyer dans l'autre endroit et faire en sorte que le gouvernement aille de l'avant avec ses initiatives. Merci, chers collègues.